Alors, bonjour, hein, bonjour, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Michel Poulart. Tu es délégué de la Ligue des optimistes de France dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, voilà, moi, je m'appelle Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan depuis quelque temps de mettre en lumière les délégués de la Ligue des optimistes de France pour vraiment voilà, les présenter. Je trouve que c'est très chouette de pouvoir vous connaître les uns après les autres et faire connaissance avec vos énergies respectives. Voilà, alors je vais te laisser te présenter, Michel, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis on déroulera un petit peu après en toute spontanéité. Voilà, Michel Poulart, je suis père, j'ai un merveilleux enfant, je vis en couple avec une famille recomposée, donc jusque-là, je suis un homme normal, c'est plutôt sympa, hein. Je suis issu du monde du commerce pendant plus de 20 ans, j'ai fait du commerce international, donc tout ce qui est vente, prospection, service client, ça a été pendant très très longtemps mon dada et ça l'est toujours, si ce n'est que maintenant, depuis de nombreuses années, je suis entrepreneur à mon compte et je donne des conférences de motivation et principalement basées sur le mot l'optimisme. Je suis moi-même un optimiste, mais vraiment jusqu'à la moelle de mes os depuis Dans les gènes. toujours. Euh, j'en parle avec des anciens collègues d'école, amis d'école ou personnes qui m'ont connu, ils m'ont toujours connu comme ça. Ça a été aussi source de beaucoup de railleries parce qu'en général, les optimistes sont un petit peu, ils peuvent paraître un petit peu dans la lune ou si pas dans la lune, un peu extravertis et surtout bizarres parce qu'ils font les choses autrement que les autres. Et puis d'un autre côté, optimiste qui a du succès parce qu'au fond, parce qu'on y croit et qu'on a cette capacité incroyable à faire preuve de résilience et de rebondir sur n'importe quel échec, on réussit aussi plus de choses que les autres. Voilà, donc aujourd'hui, je vis de mon métier de conférencier et tout ce qui gravite autour. Et j'ai aussi fondé une école pour à mon tour partager ce merveilleux métier à d'autres, une école de conférenciers professionnels. Ouais, génial, bravo, bravo, bravo. Merci. C'est riche, c'est riche. Et donc, quand est-ce que tu as rejoint, toi, la Ligue des optimistes, Michel? Il y a longtemps, à l'époque où la Ligue des optimistes était encore une organisation, j'ai envie de dire, intimiste, aujourd'hui, elle se développe de plus en plus et c'est une très, très bonne chose. Ouais. Mais je vais dire, je ne sais pas, je pense que ça fait bien 7, 8 ans, si pas Ah oui, donc plus. quasiment en prémisse, tu étais là vraiment au tout début. Pas vraiment tout au début, mais effectivement, j'ai assisté effectivement à cette explosion de cette merveilleuse ligue où il y avait Philippe Gabillier, Yves de Montbron principalement, et j'ai assisté effectivement à cette fusion avec le printemps de l'optimisme, l'avènement de ces délégués régionaux de la Ligue des optimistes. Donc oui, je fais partie de l'Église optimiste depuis autant d'années que ça, et c'est un vrai bonheur, et je continue à, en tout cas je l'espère, à être un digne représentant de la Ligue. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de rejoindre la Ligue il y a 7-8 ans, justement? Ben, c'était une évidence. C'était juste pour moi une évidence. Il y a 7-8 ans, je développais mon activité de conférencier professionnel. J'avais rencontré Philippe Gabillier, Yves de Montbron dans différents contextes. Et pour moi, c'était tout naturel pour qu'un conférencier parle d'optimisme et ne soit pas adhérent à l'exoptimisme, ça n'aurait pas été cohérent. Voilà, c'était aussi ma façon à moi d'apporter ma pierre à l'édifice, d'apporter aussi mon énergie dans cette association, parce que c'est un milieu associatif. Et donc, effectivement, si pour moi, je pouvais participer à ce regain d'optimisme, et en tout cas à cette vulgarisation de l'optimisme en France, eh bien, j'en faisais partie. Voilà, c'était pour moi une évidence. Ouais, une évidence. Et qu'est-ce que tu as mené comme dit, quelles ont été tes grandes actions au sein de la Ligue? Alors, je ne sais pas ce qu'on peut qualifier de grandes actions, mais tous ceux qui organisent un événement, c'est toujours quelque chose qui est grand. Un Hein. événement, c'est une grande action, Voilà, Michel. c'est ça. Non, non, mais il n'y a pas de petits événements parce que quand il faut Exactement, il n'y a pas de trouver petits une événements. salle, communiquer, organiser, trouver des gens qui vont t'aider, c'est effectivement toute une organisation. Et j'ai eu le bonheur d'organiser plusieurs dîners des optimistes sur Biarritz, Bayonne, à plusieurs reprises. Bon, le Covid a arrêté tout. Ouais. Mais oui, oui, j'ai eu le plaisir d'organiser plusieurs dîners des optimistes ici dans la région, oui. Ouais, c'est le format dîner
qui te booste, que tu aimes partager avec les gens, avec Disons que c'est les le format historique que la Ligue des optimistes avait suggéré à l'époque que j'ai tout simplement appliqué. Et je suis resté dedans et après, je suis ouvert pour d'autres formats qui peuvent être aussi les petits déjeuners des optimistes. C'est-à-dire que voilà, les lève-tôt, rendez-vous à 7h30 dans un lieu particulier. Sauf qu'avec le Covid, ouais. les idées sont belles, mais la mise en application l'est moins. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées. Dès que la vie normale pourra reprendre son cours, j'ai quelques idées pour redynamiser les optimistes de la région. Ouais. Tu peux nous en partager quelques-unes ou voilà, Parmi quelque tes idées, chose c'est effectivement passer du dîner à plutôt petit déjeuner ou déjeuner des optimistes. Voilà, essayer d'autres formats, des formats peut-être plus courts, mais plus fréquents, genre dîner des optimistes une fois par mois, le premier lundi du mois, pour booster, dynamiser les gens, ouverts à tous, aux professionnels, quelque chose de récurrent. Voilà, ce sont des choses que j'ai en tête, mais qui ne sont pas encore mises en place, mais que j'envisage de faire. Ouais, c'est une bonne idée, la récurrence, de créer un Oui, rendez-vous. Ouais, je trouve ça sympa au moins, les gens ne se posent pas la question de date. Il y a, poum, c'est c'est un ça. rendez-vous et ça crée un flux de personnes, C'est en fait. ça. La régularité Bon, il crée va se aussi la passer des trucs alors, hein, du côté de fidélité. Paris-Biarritz et Bayonne. Génial, génial. Alors, pourquoi l'optimisme, c'est important pour toi, Michel? Euh, Pourquoi c'est important pour moi? C'est pas que c'est important pour moi, parce que c'est une vraie attitude. Ça fait partie de mon trait de caractère. Comme je le disais tout à l'heure, je l'ai toujours été. C'est quelque chose que j'ai acquis de par mes parents, ma maman, mon papa. Je me souviens qu'ils disaient toujours, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. Forcément, c'est un terreau favorable à l'optimisme. Et pour moi, c'est important parce que, avec le recul, alors je le disais tout à l'heure, autant pendant de nombreuses années, j'étais sujet de raillerie de gens qui me disaient, mais c'est quoi ce gars qui est tout le temps optimiste, Toujours qui rit tout le joyeux. temps? C'est pas possible. Je venais le lundi matin au bureau, j'étais le gars qui arrivait au bureau avec la pêche, la banane jusque-là, et qui disait, allez, allez, c'est bon, on y va. Là où d'autres devaient apprendre 5 ou 6 cafés avant de démarrer. Donc, j'ai souvent été l'objet de railleries autour de moi parce que c'est pas normal d'être souriant le lundi matin et c'est pas normal de le rester jusqu'au vendredi soir. Et limite, tu te dis, mince, c'est déjà vendredi, alors que d'autres disent, C'est ah, un ça va pas vendredi. extraterrestre, Michel. Mais ça, voilà, tu vois, ça, c'est le genre de choses que j'ai entendues au quotidien. Donc, pendant de nombreuses années, je l'ai porté tant bien que mal parce que je ne peux pas faire autrement, c'est mon caractère. Et ensuite, lorsque j'ai voulu donner des conférences, j'ai dû aussi analyser mon comportement, comprendre l'optimisme, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, maintenant, depuis de nombreuses années, quelque chose que j'assume comme étant pour moi l'état d'esprit qui fait l'homme que je suis aujourd'hui, mais qui fait aussi les succès que j'ai rencontrés aujourd'hui, qui fait le succès de mon métier, parce que quand tu n'es pas optimiste face à l'échec, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes ou tu rebondis? Tu rebondis. L'optimiste face à la déception, qu'est-ce que tu fais? Tu transformes la déception, c'est la résilience. L'optimisme face à la trahison, parce qu'on travaille beaucoup avec des gens et tu te sens trahi, tu pleures 3 jours dans le fond de ton lit et tu te relèves. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il m'arrive, comme tout le monde, de me retrouver le moral dans les chaussettes et parfois même pendant plusieurs jours à me dire, oh punaise, mais comment je vais faire pour me sortir de là? Mais l'avantage de l'optimiste, c'est que ça ne dure jamais longtemps. C'est que très vite, tu as une idée, tu te dis, bon, écoute, lève-toi, botte-toi les fesses, on y va, il y a des choses à construire, il y a plein de choses merveilleuses à découvrir, fonce. C'est mon mode de fonctionnement. Pourquoi c'est important? Bien, pour moi, c'est important parce que c'est une attitude d'énergie qui pousse à l'action, qui pousse à la transformation, qui pousse à la créativité, qui pousse à l'innovation. Mais bon sang, c'est fantastique, non? Ouais, ouais, ouais. Et de toute façon, tu es tombé dans la marmite. Mais je ne peux pas faire autrement. Il y a des moments où j'ai voulu m'endurcir, pour être tout à fait franc. J'ai voulu m'endurcir, je me dis, OK, il y en a marre d'être Ouais, optimiste. je suis pas normale, je suis pas comme les Voilà, et ça autres. suffit. Je vais devenir comme les autres, je vais tirer la gueule comme les autres, et surtout, je vais devenir rancunier et je vais râler comme tout le monde. Et punaise, je n'ai pas tenu une semaine, quoi. Ouais. Je peux pas, je peux pas. Comment tu as fait pour assumer cette différence? Qu'est-ce qui a été, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu, voilà, comment tu as vécu ce truc-là? Parce que c'est pas facile d'assumer cette différence. Non, c'est ça. En fait, c'est comme le parcours de beaucoup de gens que je rencontre. C'est le burn-out qui a été pour moi l'occasion inespérée de révéler la vraie personne que je suis.
C'est dingue, hein. J'ai dû passer par un burn-out à 30 ans. J'habitais aux Pays-Bas. C'est marrant, j'habite au Pays Basque, mais j'habitais aux Pays-Bas. J'ai fait un burn-out, ce qui fait que j'ai tout plaqué là-bas. Et quand j'étais commercial et que j'ai voyagé sur toutes les routes de France, j'étais tombé amoureux du Pays Basque, dans lequel je suis aujourd'hui. Et je me suis dit, s'il faut tout recommencer, autant recommencer là où je ne connais personne, là où je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis. Et je me suis fait une promesse. C'était d'abord que j'ai tiré une leçon de ce burn-out. C'était une leçon que j'ai tirée parce que j'étais conscient que je n'étais pas moi-même. J'étais conscient que je devais rentrer dans un moule. Voilà, c'était ce qui avait causé mon vrai burn-out, c'était cette différence. Et je me suis fait la promesse solennelle à 30 ans de dire, la vie que je vais me créer ici, ce sera une vie qui me ressemblera. Et les gens qui m'entoureront, qui deviendront mes amis, sont des gens qui vont m'accepter pour ce que je suis. Et c'en est assez d'être celui que d'autres décident d'être pour moi. Tu vois, je correspondais au modèle qu'il fallait que je sois et c'était pas moi. Et grand bien m'a fait parce que maintenant, j'ai 51 ans et à 30 ans, j'ai eu cette prise de conscience et je me suis vraiment tenu à cette décision. Les gens vont accepter ce que je suis et depuis ce jour-là, j'ai assumé ce que je suis et depuis maintenant de nombreuses années, je fais des vidéos avec ce que je suis, avec cette authenticité, j'assume mon authenticité, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, j'en ai bien conscience. Aujourd'hui, on dit encore que je suis un clown, j'en ai rien à cirer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui admirent cette attitude plutôt que l'inverse. Donc, j'en ai fait une force, et ça m'encourage à continuer. Ah, c'est génial, c'est super inspirant ton parcours. Merci de le partager. Et qu'est-ce que… Alors, toi tu es né dans la marmite de l'optimisme. Tu as dû effectivement assumer pleinement ce truc-là. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à des gens qui ne sont pas nés dans la marmite? Est-ce que tu penses qu'on devient optimiste? Qu'est-ce que tu auras envie de partager avec voilà, des gens qui n'ont pas forcément ce naturel au fond d'eux? Oui, parce que tout le monde n'a pas ce privilège de pouvoir naître dans une famille où on te dit que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est sûr. Alors, je vais étayer mes propos avec une découverte scientifique que j'utilise aussi en conférence. C'est une découverte, il y a deux découvertes. Il y a une découverte génétique et il y a une découverte cognitive. La découverte génétique, qui est quand même assez récente dans l'histoire de la science et de la médecine, c'est assez récent, puisque déjà la génétique, on ne peut pas en parler de plus de 50 ans. On a découvert que tous les êtres humains naissent avec le génome 5-HTT. Ce génome 5-HTT, c'est ce qu'on appelle communément le gène du bonheur. Eh bien, cette découverte est fantastique. C'est un gène qui est inhérent à tous les êtres humains. Ça, on l'a tous. On l'a tous en nous, on est tous, alors sauf les psychopathes, mais bon, comme la plupart d'entre nous ne le sont peut-être pas, voilà, on est, ça va. Donc ça, c'est une première observation, c'est une première donnée scientifique, c'est en nous. Bon, maintenant, deuxième observation, c'est que ce gène existe en version longue et en version courte. Tu l'as bien compris, si c'est long, ce sera plus facile pour nous de l'être. Si c'est court, ça va être plus compliqué. Pas impossible, peut-être plus difficile, mais c'est en nous, on peut aller le chercher. Donc ça, c'est déjà un message d'espoir, c'est que ce gène soit long ou court, c'est en nous et ça peut se développer. Ensuite, ce qu'on sait aussi grâce aux sciences cognitives, c'est qu'on peut apprendre à adopter de nouveaux comportements par des exercices simples mais réguliers. Il faut faire parfois l'effort intellectuel de ne plus parler en négation, d'essayer de trouver le positif autour de nous, de faire preuve de gratitude quand on va mal. Bien, c'est Florent Servan-Schreiber qui dit très bien, hein, ces fameux 3 kiffs par jour, ça fonctionne, c'est pas juste une théorie, ça fonctionne et c'est prouvé par la science. Des choses simples. Mais c'est un effort intellectuel quand on n'a pas l'habitude, mais va chercher 3, 4, 5 raisons pour lesquelles tu peux dire merci aujourd'hui et ton cerveau va se connecter en mode positif. Donc, ma conviction profonde liée à toutes ces études et ces recherches scientifiques est que si on fait l'effort intellectuel et psychologique d'aller chercher le meilleur, de changer notre mode de vision, notre focus, notre vision sur l'échec, notre vision sur les autres, notre vision sur la vie, sur un projet, eh bien, on peut développer une nouvelle compétence. Et à ce moment-là, quand ça devient une habitude, ça devient une compétence. Et je le dis toujours et je le crois profondément, c'est que l'optimisme, c'est quelque chose qui s'entretient comme une compétence. Tu veux demain apprendre à jouer la guitare, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu dois acheter une guitare, tu dois faire tes gammes, tu dois jouer, tu dois te faire mal au doigt, et tous les jours, tu joues un petit peu, et à un moment donné, ça va devenir quelque chose de naturel. Mais le cerveau peut apprendre l'optimisme comme on apprend à jouer la guitare.
Génial, super. C'est ouvert à tout le monde. En fait, de toute façon, tu t'en parlais très bien, toi, par rapport à ce que tu partageais de ton histoire. Tu as dit à un moment donné, j'ai pris une décision pour assumer quelque part cet optimisme. C'est aussi ceux qui ne sont pas nés dans la marmite. C'est aussi une décision à un moment donné de devenir optimiste et de mettre son focus sur toutes ces petites choses au quotidien qui vont faire toute la différence finalement. Tout à fait. Il y a des gens qui en souffrent. Il y a des gens qui souffrent du pessimisme. Il y a des gens qui souffrent même du cynisme. Ils en souffrent et ils ne se rendent pas compte qu'ils s'auto-pourrissent leur propre vie parce que tout est sujet à dramatisation. Tout est un drame. Même un projet. Ils vont partir du principe que le projet, on s'attend du principe que ça foire. Et si ça réussit, on fait. Mais non, mais même quand ils réussissent, ils ne sont même pas capables de célébrer la victoire. Donc, en fait, ils sont dans une morosité permanente. Et je trouve ça triste. Le pire, c'est qu'ils ont conscience. Mais le pire de cela, c'est d'arriver à leur convaincre que ce n'est pas une fatalité. Parce que beaucoup disent, ouais, mais bon, je suis comme ça, je suis comme ça. Et pour moi, il n'y a pas pire excuse de dire je suis comme ça, je suis comme ça. Mais oui, mais tu es malheureux. Mais attends, il y a des clés qui te permettent de voir ça autrement. Mais oui, ça va être difficile, ce ne sera pas facile, d'accord, mais si en plus, tu peux peut-être vivifier le bonheur ou en tout cas le plaisir d'aller vers le chemin d'une réussite, pourquoi pas? Mais vas-y, tente la chance, quoi. Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple personnel d'un moment dans ta vie où justement tu as fait appel à cet optimisme alors que tu étais dans une situation qui n'était pas forcément très cool, justement, qu'on pourrait qualifier de… tu posais le mot d'échec ou je tombe à terre, il faut que je me relève, qui fait que tu allais chercher cette force et tu as déployé cet optimisme pour te relever. J'aurais des dizaines et des dizaines d'exemples parce que, comme je te disais tout à l'heure au début de notre entretien, ça fait partie de ma vie. Donc, face à n'importe quel échec, j'arrive, si pas à rebondir, au moins à donner du sens à ce qui m'arrive. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne rebondit pas face à tous les échecs. Il y a des échecs qui sont plus difficiles et douloureux que d'autres. Il y a des échecs qui sont irréversibles. Tu ne peux pas rebondir avec ça. La seule chose que tu puisses faire en tant qu'optimiste, c'est donner du sens à cet échec. Et ça, c'est vraiment une aide incommensurable. Un exemple qui te semble marquant et que tu as envie de partager. Le plus grand échec dont j'ai partagé tout à l'heure une partie, c'est le moment où j'ai fait un burn-out et je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est surtout, à un moment donné, me dire, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, c'est pas moi, je ne me reconnais pas, je ne suis pas bien dans ma peau, il faut que je fasse quelque chose. Et l'optimisme, c'est me dire, tu as tout entre tes mains pour reconstruire ta vie, tout dépend que de toi. Et au fond, je pense que l'optimisme, c'est non seulement la lucidité de l'action, mais c'est aussi la lucidité du fait que tu es maître de ta vie. Et tu peux en faire toi-même ce que tu veux. Rien n'est une fatalité. Tu n'es pas bien là où tu es, mais punaise, tu n'es pas un arbre. Hein, on connaît tous cette expression. Tu n'es pas un arbre, ben déménage. Va ailleurs, toi aussi, tu as déménagé, tu es dans le note. Je veux dire, personne ne t'oblige. Oui, mais je suis obligé, je n'ai pas le choix. Tout dépend. Alors, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Donc, cette expérience de vie, pour moi, la plus douloureuse, parmi toutes celles que j'ai pu avoir, c'est effectivement pour moi la plus frappante, parce qu'elle a été pour moi un moment charnière dans ma vie où je me suis vraiment retrouvé, c'est de vivre ce burn-out en Hollande, tout plaqué, venir au Pays Basque dans une coloc, c'est-à-dire que j'avais déjà une vie professionnelle, j'étais marié, donc j'ai divorcé, j'ai tout plaqué, sauf mon job, parce que mon patron m'a dit, écoute, le télétravail, je le faisais déjà il y a 20 ans. Et mon patron hollandais m'a dit, écoute, tu peux partir, fais ce que tu veux, mais continue à travailler pour nous parce que voilà, tu as un super élément, on ne veut pas te perdre. Ça, c'était une vraie bénédiction, partir et ne pas devoir chercher de boulot, c'était une vraie bénédiction. Et donc, j'ai habité en coloc quand je suis arrivé dans le sud-ouest, avant de trouver une maison, et ça a été pour moi un vrai renouveau. J'ai commencé à rencontrer des gens, à être actif dans la vie associative locale, et ça, c'est vraiment une belle… pour les gens qui ont peur de se reconstruire, ben, punaise, donne de ton temps à des associations locales, tu rencontres des gens, tu rencontres la vie active locale, tu rencontres la vie professionnelle locale, tu participes peut-être même au développement de la vie professionnelle du territoire. C'est merveilleux de donner de son temps dans l'associatif et c'est vraiment très social pour toi. Ça te permet de rencontrer des gens. Et c'est comme ça que j'ai créé mes premiers amis, que j'ai découvert le monde du développement personnel et que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, ça c'est vraiment pour moi ce moment le plus marquant, c'est quand je pensais que tout était fini et de me dire, mais non, c'est pas possible, il y a encore plein de choses à faire. Ouais.
Ouais, et puis de le voir finalement avec un regard complètement différent aujourd'hui, enfin 20 ans après, mais même j'imagine 5 ou 6 ans après, de se dire waouh, mais quelle merveilleuse opportunité finalement Absolument. a été dans ma vie. C'était une crise, mais qui s'est transformée en opportunité parce que tu as pris cette décision et voilà, c'est une question d'attitude par rapport à la vie. C'est ça. Tu disais tout Et à l'heure. tu le dis très justement, tu m'enlèves les mots de la bouche, chaque crise est une ouverture pour des opportunités. Ouais, ouais. Voilà, et ça, c'est vraiment le propre de l'optimiste. C'est clair, ouais. Oui, ça, s'il y a vraiment un truc important à retenir, c'est que ouais, quelque part, tout est apprentissage en fait. On a juste des expériences à vivre et c'est quelle attitude j'ai par rapport à ces expériences. Donc il y a toujours moyen de rebondir. Une expérience, un événement, c'est neutre, c'est une donnée, Ouais. c'est une information. Mm. Et nous sommes tous sujets aux biais cognitifs. Vous savez, ces biais cognitifs, hein, tu sais, ces biais cognitifs, c'est le cerveau qui interprète ou qui fait une interprétation de ce qui se passe. Et parmi ces biais cognitifs, l'optimisme en est un. Et le pessimisme en est un aussi. Hein. Et c'est le cerveau qui décide d'aller chercher ce qui est positif et constructible sur parfois des ruines. Mais un événement est neutre. Et l'événement ne devient positif ou négatif qu'à partir du moment où toi, tu l'as décidé. Mais ça se décide. Un accident, c'est une information. Est-ce que c'est le début de quelque chose ou la fin de quelque chose? Tu peux avoir un accident de voiture, ça peut être effectivement sur le moment dramatique dans le sens où tu n'as pas les finances pour t'en acheter une neuve, tu n'as peut-être pas la bonne assurance qui te permet d'avoir une voiture, ok. Mais dans un autre cas, tu peux aussi te dire, cette voiture, tu donnes du sens à l'accident, ça va me permettre peut-être d'en avoir une autre, une nouvelle, ou pas, ou voilà. Mais c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si c'est grave ou pas grave. Ouais, donc vraiment, ouais, on revient sur l'importance de la décision en fait. Hein. Mais De se oui, oui, oui. positionner par rapport à la vie et ouais, par rapport à tout ce qui se Et passe. ça, c'est la magie de l'optimisme, c'est que tu as conscience que c'est toi qui maîtrises l'événement. En tout cas, l'événement qui t'occupe ou qui te préoccupe ou qui tombe dessus, tu n'es peut-être pas responsable, mais tu es responsable de ce que tu vas en faire. Ouais, super. Quel serait ton message optimiste aujourd'hui, Michel? Aujourd'hui, dans ce contexte dans lequel nous vivons, c'est Ouais, que voilà, ouais, comme ça, là. on vit dans un monde qui, ces 2 dernières années, a changé sur beaucoup de points, sur beaucoup d'aspects. Il y a eu énormément de prise de conscience et c'est dingue ce que ce petit virus de rien du tout a mis la pagaille dans le monde entier et a poussé le monde entier à prendre conscience de beaucoup de choses, que ce soit sur l'écologie, sur l'économie, sur nous, sur la famille. Il y a des gens qui se sont reconnectés à leur famille, il y a des gens qui ont découvert qu'ils avaient des enfants à la maison. Enfin, c'est dingue quand même. On apprend aujourd'hui à télétravailler. Alors aujourd'hui, si c'est l'objet de beaucoup de fatigue, parce que c'est vrai que les écrans nous épuisent, c'est quand même quelque chose que cette maladie nous a obligés à faire. Et alors que je le disais tout à l'heure, le télétravail, ça fait 20 ans qu'on peut le faire et ça fait 20 ans qu'on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas changer. Et aujourd'hui, le télétravail, c'est plutôt quand on va arriver dans une période où tout sera plus équilibré, ce sera plutôt une bénédiction de savoir qu'on peut se réunir sans devoir faire des milliers de kilomètres. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le temps de chacun. Et puis, il y aura toujours ces moments où on peut se retrouver. Moi, je pense que le monde qui vient ne peut être que meilleur et sera de mieux en mieux. Il y a de moins en moins de guerres. Alors si en ce moment on entend une menace de guerre en Ukraine, ce ne sont que des menaces de guerre et en attendant des batailles de gros bras. Mais on n'a jamais vécu dans un monde où il y a eu aussi peu d'illettrisme, aussi peu de maladies, où il y a eu aussi peu de guerres. On vit un monde fantastique qui se développe. On n'a jamais eu une jeunesse qui s'est autant impliquée dans le monde. Moi, il y a beaucoup de gens qui pointent la jeunesse du doigt, mais je trouve que la jeunesse est extraordinaire. La jeunesse est probablement beaucoup plus optimiste que notre génération et celle d'avant. C'est une jeunesse qui veut voyager, qui veut découvrir, qui veut créer. On n'a jamais vu autant de jeunes être désireux de créer leur propre entreprise. Moi, je trouve ça fantastique. Moi, j'ai confiance, j'ai envie de vivre encore 150 ans parce que j'ai envie de voir le monde dans lequel on va vivre. Voilà, je pense qu'on va vers un monde qui ne peut être que meilleur parce que j'ai confiance en l'humanité et aux leçons qu'on apprend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de conflit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de douleur, ça fait partie de la vie. Et puis, je crois que pour connaître et apprécier la lumière du soleil, il faut aussi connaître la nuit. Pour apprécier la santé, il faut connaître aussi la maladie. Donc, il faut qu'il y ait une opposition à toute chose. Mais je pense que nos civilisations, ça s'agisse. Les connaissances vont dans le bon sens, parfois le pire, mais on ne peut pas passer par là sans passer par le pire. Mais voilà, j'ai confiance, j'ai vraiment confiance.
Hmm. Et comment chacun et chacune d'entre nous on peut contribuer justement à ce nouveau monde qui est en train d'émerger de l'après-Covid. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Moi, je pense que sans vouloir penser à des grandes actions, des grands actes, je pense que si ça commence chez chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous, on arrive à appliquer ce qu'on attend des autres, et ce qu'on aimerait que les autres fassent, le monde changerait encore beaucoup plus vite. On vit dans un monde aussi très exacerbé, ça fait partie de ce changement dans lequel on est en train de vivre. Je trouve que le monde est en opposition à l'optimisme, mais le monde est très susceptible. On ne peut plus faire des blagues qu'on faisait avant, on ne peut plus dire ce qu'on faisait avant, mais cette susceptibilité va progressivement faire place à quelque chose de bien meilleur et de beaucoup plus évolué et surtout beaucoup plus sage. Moi, je pense que ça commence chez soi. Ça commence chez soi avec nos enfants, à apprendre à nos enfants à appréhender le monde différemment. Tu sais, mon fils vient de fêter ses 4 ans hier, et depuis tout petit, je considère qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre l'optimisme, et qu'un enfant n'est jamais trop jeune que pour apprendre à avoir des bons comportements. Par exemple, quand il était, il y a 2 ans de ça, il avait à peine 2 ans, il pleurait pour un tout, pour un oui ou pour un non, et je lui ai appris la simple notion du c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon sang, si tous les parents du monde pouvaient apprendre à leur enfant la notion de c'est pas grave, je pense que ça changerait énormément de choses dans le monde, dans la société, dans notre façon d'appréhender les autres, dans notre façon de communiquer. C'est pas grave. Et aujourd'hui, mon fils me sort maintenant c'est pas grave à tout bout de champ, même quand c'est grave, mais au moins il a appris c'est pas grave, tu vois. Pour moi, ça y est, c'est ancré. C'est ancré. Mais c'est vrai que c'est des habitudes quand on est tout petit. Avant 7 ans, c'est hyper important. C'est tous ces messages qu'on entend, qu'on engrange. C'est une forme de conditionnement qu'on a. Bah, vaut mieux qu'il soit positif. Ce conditionnement est optimiste. C'est C'est sûr. ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai que chacun et chacune, on a ce rôle, effectivement, en tant que parent, de transmettre ce truc-là, en fait. Absolument, C'est tellement, tellement important pour les nouvelles générations. Ouais. absolument. Et qu'est-ce que tu auras envie de donner pour terminer comme conseil voilà, aux personnes qui nous. Ou une petite pépite, une ou deux petites pépites que tu auras envie de partager aux personnes qui nous écoutent? Je vais t'en donner 2. Tu en as donné plein, hein, mais bon. Je vais t'en donner 2 parce que ce sont celles qui me touchent vraiment et qui me tiennent à cœur. La première, c'est face aux décisions qui te font peur, pose-toi la simple question, si je ne le fais pas, est-ce que je vais regretter? Moi, en tout cas, c'est un moteur. Moi, c'est vraiment le moteur et c'est vraiment ce qui me dynamise et ce qui crée mon automotivation. C'est face à une décision qui me fait peur, parce que, comme tout le monde, il y a des décisions qui me font peur. Je me pose toujours la question, est-ce que je ne vais pas regretter? Comme je suis quelqu'un qui ne veut pas vivre avec des regrets, pour moi, j'ai une sainte horreur. C'est l'idée d'être sur mon lit de mort et de me dire que j'ai eu des regrets. Et le fait de me dire, au moins, tu auras essayé, c'est déjà une démarche optimiste. Au moins, tu auras essayé. J'ai envie de dire, fais-le pour ne pas avoir le regret de te dire j'aurais dû. Parce que parfois, c'est trop tard, justement. Et une autre, c'est une citation mexicaine que j'ai mise dans mon livre et que j'utilise et que je trouve extraordinaire, qui est une sorte de métaphore. C'est cette citation mexicaine qui dit « Ils pensaient nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. » À réfléchir. Elle est très, très belle. Hein. Celle-là, elle me plaît. Hein. J'adore. C'est tout le potentiel, effectivement, de l'être humain qui Exactement. est fabuleux et extraordinaire. Exactement. Voilà, il suffit de bien l'arroser au bon moment et Et la ça graine pousse. pousse. Et l'optimisme pousse. Exactement. J'adore. Super. Bon, écoute, le petit mot de la fin, Michel, comment tu as envie de terminer cette magnifique interview pleine de peps et d'énergie? J'adore. C'est toi qui décides. C'est ton interview, c'est toi qui décides. Moi, je me plie à ce que tu veux faire. Voilà. Alors, bah, donne-nous le petit mot de la fin. Voilà, tu as envie de terminer. Bah, le petit mot de la fin, je pense que je l'ai donné en disant n'abandonnez jamais et surtout donnez du sens à ce qui vous fait mal. Donner du sens vous permettra aussi de lâcher prise là où ça vous fait mal. Est-ce que c'est vraiment important ce qui vous fait mal? Est-ce que c'est pas plus valorisant et plus gratifiant de se dire j'abandonne et j'arrête de me torturer. Il y a vraiment des solutions qui existent. Va chercher vraiment vers ce potentiel. Si tu as envie de vivre une vie, personne ne t'empêche de la vivre si ce n'est que tes propres croyances limitantes. Et l'optimisme, c'est cette puissance extraordinaire qui te dit
que c'est en toi, et si c'est pas en toi, c'est dans les autres que tu rencontreras, et c'est surtout de te mettre en action, même si tu n'as pas toutes les réponses. Et je pense que ce qui peut vraiment être un message important, c'est que parfois on attend d'avoir les réponses pour se lancer, mais l'optimisme, c'est de se dire, je n'ai pas les réponses, mais je vais sur la route, et les réponses, je les trouverai sur la route où je rencontrerai des personnes qui me les donneront. C'est ça l'optimisme. Allez sur ce chemin, et toutes les réponses seront sur la route, et certainement pas dans le canapé. Génial. Merci, Michel. Un grand merci pour ton énergie, Merci un à grand merci toi. pour ton temps. Et on va vous dire au revoir. On va vous quitter là-dessus sur cette merveilleuse fin. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir à tous.